Chers internautes, merci de choisir Ndam Media pour votre émission Tolloyou Askanui. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Moriro Conté, responsable politique et porte-parole officiel du PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le principal parti d'opposition historique en Guinée-Bissau. Il intervient régulièrement en première ligne pour défendre la position du parti et communiquer sur la scène nationale. Bonjour, Monsieur Conté. Bonjour. La Guinée-Bissau traverse une période d'instabilité politique et institutionnelle majeure à la suite du coup d'État militaire qui a renversé le président Umaro Sissoko Embalo le 26 novembre 2025. Le pays est actuellement dirigé par un gouvernement de transition militaire qui a modifié la constitution pour instaurer un régime présidentiel et annoncer l'organisation de nouvelles élections. Monsieur Conté, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette situation difficile à comprendre? Merci. D'abord pour dire que c'est pas un coup d'État, ça a été un autre coup d'État. C'est le propre président Tissu qui a fait le coup d'État. Ouais, c'est ça. Il a eu même le temps d'annoncer le coup d'État, d'être en ligne avec des amis présidents et certains partenaires pour dire que bon, j'ai été victime de coup d'État, mais ça va bien et je suis à l'aise. Ça veut dire que c'est pas un coup d'État, ça a été un... Oui, c'est ça. Bon. Deuxièmement, c'est la première fois qu'on vécu ça en Afrique. Un coup d'État dont tous les proches du président de la République ont eu la promotion au niveau de la junte militaire. Il y a l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre, il y a la responsable de la maison militaire de la présidence, le directeur de la campagne le président Déchu, etc., etc. Ce sont eux qui gèrent le destin de la Guinée-Bissau en ce moment. Et là, on ne pourra jamais parler d'un coup d'État. C'était un coup d'État, c'était un coup de force pour orchestrer, pour empêcher la proclamation des résultats. Le lendemain, le coup d'État a été le 26. Le 27, on allait voir les résultats des élections, que les candidats de l'opposition, notamment Fernand Diaz Acosta, étaient le vainqueur. Et ça a été clair. C'est la première fois dans l'histoire de la démocratie bissau-guinéenne qu'un candidat a gagné les élections dès le premier tour. Cela démontre la volonté populaire qui a été négligée par la CEDEAO, que jusqu'à maintenant, il n'a rien fait du point de vue de résolution qui ont été... Okay. La victoire a été arrachée. Donc. C'était éclatant. La victoire éclatante du peuple bissau-guinéen qui n'a jamais voulu voir Sissoko dans les pouvoirs, qu'il brigue le deuxième mandat, compte tenu du contexte politique qu'on a assisté en Guinée-Bissau depuis qu'il est devenu président de la République, notamment le non-respect par les droits fondamentaux, comme droit à la liberté de presse, à la liberté des partis politiques qui sont des principaux acteurs, disons, de la politique bissau-guinéenne. La justice bissau-guinéenne a été accaparée. Presque on a vécu une période d'accaparation des pouvoirs, alors que notre système parle de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir présidentiel, le pouvoir exécutif, gouvernement, la justice, les tribunaux, législative, l'Assemblée nationale populaire. Mais depuis qu'il est devenu au pouvoir, il a concentré tous ses pouvoirs. Et c'est ça que la population bissau-guinéenne a vu, et il a donné la sanction au président Umaro Sissoko Embalo qu'il était, disons, déchu du pouvoir. Non, notre code constitutionnel, le code constitutionnel de la République de Guinée-Bissau, on a aussi notre code pénal qui ne prévoit la résidence surveillée. On a, par exemple, ce qu'on appelle des mesures d'équation
Mais ça, c'est s'il y a, par exemple, des évidences. C'est suit d'un procès. Par exemple, supposons qu'un leader politique avait été traduit à la justice et il y a des évidences d'un procès de corruption, de détournement de fonds ou bien d'autres types de crimes. Là, bon, on dit que tant qu'on attend que le tribunal fasse le jugement, il y aura des mesures d'équation, qu'il va rester à la maison et qu'il va rester sans empêcher de sortir du pays et il y aura d'autres interdictions. Mais on n'a pas les figures de résidence surveillée dans notre code constitutionnel, disons notre code pénal. Et, ouais, hein? Vous dénoncez ça. Oui, on donne ça, il n'y en a pas. Mais deuxièmement, qui est plus grave, il n'a aucun procès. C'est quelqu'un, au lieu de que tous les processus se déclenchent et que la personne finalement soit traduite à la justice, et lui, il a été détenu de façon arbitraire. C'est à partir de cela qu'ils ont commencé tous les processus à inventer des choses pour dire que bon, il est soupçonné de la corruption. Finalement, ils ont vu qu'il n'y avait rien. Maintenant, il a tenté le coup d'État. Ils ont fait un témoin, fait le dépôt devant le tribunal militaire. Lui, il a dit que bon, il a essayé de convaincre Domingos Simões Pereira pour faire le coup d'État, mais lui, il n'a pas accepté. Bon, ils ont tous vu finalement les magistrats de cour de tribunal militaire, qui a été aussi une situation, disons, qu'on n'a jamais vue en Guinée-Bissau. Lui, en tant que civil, il devrait être traduit à la justice civile, c'est pas des militaires. Mais oui, mais dans l'esprit de collaboration, les avocats ont cédé. Ils ont cédé qu'il aille au tribunal militaire pour la déposition. Il a fait la déposition et les magistrats ont dit qu'il n'y avait rien. Du point de vue de signes, oui, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est un peu étrange ou bien bizarre. Le lendemain de la décision de la Cour suprême, les magistrats qui ont entendu d'esprit, ils ont été tous limogés. Le président de la Cour suprême, non, les magistrats ont été remplacés. Le président de Cour militaire, le tribunal militaire a été limogé. Bon, ils ont créé un tribunal ad hoc, disons, pour qu'il soit entendu. Mais avant, il était comme déclarant. Maintenant, ils ont fait le rassemblement de faux arguments, disant que bon, il est suspect. Et c'est le tribunal militaire qui va l'entendre. Vous voyez tous les schémas qui ont été mis en place juste pour... Il y a des choses par rapport à Domingos Simões Pereira. Premièrement, il est le leader de la coalition majeure en Guinée-Bissau. Deuxièmement, dans tous les échanges électoraux qu'il a participé, il était le vainqueur. Bon, ils ont dit la seule façon de l'empêcher de gagner les élections, c'est de l'écarter dans la vie politique. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils vont forcer un procès, disons, procédure judiciaire forcée, juste pour l'empêcher d'être candidat, d'aller aux élections. Après, les militaires eux-mêmes, ils vont choisir un candidat. Bon, là, les chemins seront libres. Si Domingo ne participe pas aux élections, c'est lui qui a gagné 5 élections, disons, trois élections législatives et des élections présidentielles. Là, le chemin sera franchi pour choisir un candidat du régime. Et on est devant ce spectacle. Et on ne va pas accepter cela. C'est pour cela que les avocats du PAIGC continuent à se battre pour que la justice soit équitable. Et nous pensons que maintenant, si certains acteurs, notamment de la communauté internationale et la CEDEAO, tiennent en compte tout ce qui se passe en Guinée-Bissau, je pense qu'il y aura une décision pour empêcher cette situation qu'on assiste en Guinée-Bissau. Et la CEDEAO dans tout ça? Non. Et vous savez qu'il faut que les gens soient au courant d'un instrument très important que la CEDEAO a adopté en 2006, je pense. 2006, si je ne me trompe pas. Bon, la Guinée-Bissau, on a signé ce document en 2011. C'est ce qu'on appelle l'acte complémentaire pour la démocratie et la bonne gouvernance. On a signé ce document
en croyant que l'esprit de droit, de justice, et de certains principes que la CEDEAO défend allait être sauvegardé. Mais c'est ça, c'est pas ça que se passe par rapport à Guinée-Bissau. Le CEDEAO est allé en Guinée-Bissau, il a rencontré les acteurs après la tenue de le sommet de la CEDEAO de décembre 2025. Ils ont fait des recommandations suite au sommet de la CEDEAO qui a eu lieu à Abuja. Et dans ce sommet de chefs d'État, ils ont dit carrément que le programme de transition, cela veut dire que les institutions que les militaires ou la junte militaire a mises en place, ils sont rejetés par la CEDEAO, notamment le gouvernement de transition et le Conseil national de transition, etc., etc. Et depuis qu'on a quitté le sommet de décembre jusqu'à maintenant, rien ne bouge dans ce sens. Ils ont dit que les prisonniers doivent être libérés sans délai, y compris Domingos Simões Pereira, qui est président légitime de l'Assemblée nationale populaire et qui était leader de la coalition et qui a soutenu le candidat vainqueur des élections. Ils ont dit que les droits fondamentaux comme droit à la liberté de presse, d'expression, etc., etc., seront respectés et que les leaders politiques seront protégés à travers une force de la CEDEAO qui est déployée. Notamment, il y a une force de la CEDEAO qui était en Guinée-Bissau, qui va assurer la protection des leaders politiques. Jusqu'à maintenant, rien ne bouge. Et de façon brusque, disons même, de façon brusque, on a vu une mission de la CEDEAO que se déplaçait en Guinée-Bissau, qu'avait en tête le ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone, Timothée Kaba, au lieu de rencontrer tous les acteurs pour savoir le niveau disons, le niveau d'implémentation ou de la mise en valeur des décisions qui ont été prises lors de la sommet de la CEDEAO, il a préféré juste de rencontrer les putschistes. Il n'a ni rencontré les acteurs politiques, notamment les partis politiques, ni la société civile, ni d'autres acteurs qui sont composants de de la dynamique de la transition en Guinée-Bissau. Et à part cela, il a annoncé que la transition en Guinée-Bissau est en train d'enregistrer des progrès. C'est faux. C'est faux. On ne pourra pas dire que la transition marche si on a des détentions arbitraires, si on a des sièges de partis qui sont fermés, si on a des droits fondamentaux qui sont violés. Et là c'est une contradiction. Donc, oui, contradiction entre ce que dit vraiment Timothée Kaba et ce que vraiment on vécu en Guinée-Bissau. Donc, on peut dire que, entre guillemets, la CEDEAO a failli sa mission au niveau de la Guinée. La CEDEAO est même complice maintenant de la situation en Guinée-Bissau. On ne pourra pas négliger la volonté populaire. Quand on parle de souveraineté d'un pays, il ne faut jamais négliger que cette souveraineté d'un peuple est garantie par l'expression populaire. Et ça a été évident. Le peuple bissau-guinéen a participé dans les élections, ils ont été dans le bureau de vote, ils ont exercé le droit de vote et ils ont choisi un président de la République. Comment est-ce que la CEDEAO veut passer devant toutes ces évidences pour dire que maintenant, il va y avoir des élections au mois de décembre, il y aura le référendum? Ça, on va jamais citer ça comme représentant des partis politiques. Et je pense que même d'autres acteurs de la communauté internationale, il faut travailler pour montrer à la CEDEAO des évidences qu'il faut qu'il respecte les décisions qu'il a prises à travers le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui a eu lieu le 14 décembre 2025. Parlant des principaux problèmes et défis auxquels le parti PAIGC fait face, le parti a été victime de descentes musclées et de mise sous celle de son siège national par des milices ou les forces armées, entravant son fonctionnement de base. Comment vous appréciez cela? Mais c'est ça. Si on parle de la démocratie, il y a deux volets. Il y a les volets de participation aux échéances électorales. On va participer comme représentant électeur d'un parti, mais il y a le volet
la participation politique. Et les acteurs qui jouent un rôle important dans ces volets sont des partis politiques. Comment est-ce que... Et c'est ça, c'est bizarre. Vous enfermez les sièges de partis politiques. Vous détenez les leaders politiques. Il y a des interdictions par rapport à rassemblement, des réunions politiques, la conférence de presse, y compris des journalistes. Maintenant, vous parlez de préparation des élections et la CEDEAO dit que la transition enregistre un progrès, que la transition avance en Guinée-Bissau. Ça, c'est contradictoire. La transition, disons que la transition est en cours, que la transition avance, si les droits fondamentaux, si les recommandations issues de la sommet de la CEDEAO avancent. Là, disons, bon, la transition est en cours. Mais avec tous ces blocages, la CEDEAO dit que la transition avance en Guinée-Bissau. On ne sait pas de quoi progrès la CEDEAO parle. Si c'est vraiment de la traduction en pratique, hein, si on passe des paroles aux actes par rapport à ce qui a été décidé, recommandé à la sommet de la CEDEAO, là-bas, on va dire que bon, la transition bissau-guinéenne avance. Donc, vous pensez que la CEDEAO devait faire de telle sorte que des élections ont eu lieu dans de meilleurs délais? On ne pourra pas aller aux élections dans ce contexte politique. Ça, c'est de truquer au préalable des élections. S'il y a des élections là où, par exemple, les gens qui sont proches de putschistes font des réunions, des rencontres, des voyages même pour la mobilisation de fonds, etc., etc. Et nous, les partis politiques, les principaux acteurs, disons, de la démocratie en Guinée-Bissau, on reste fermés. Nous, on est des infiltrés. Si j'étais en Guinée-Bissau, je ne pourrais pas parler de la façon dont je parle. Cela veut dire que maintenant, on a donné la liberté à certains acteurs politiques. Je pense qu'à l'avenir, ils vont devenir candidats. Et nous, les sièges sont fermés. Les sièges du parti sont fermés. Nous, tous les politiciens, on ne parvient pas à organiser des activités de rassemblement. Et comment est-ce qu'on va participer aux élections? Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de... les sièges du parti sont bloqués. Aucun programme, disons, politique ou de préparation des élections, on ne pourra pas les faire avancer. Et là, je pense que c'est difficile de parler d'un progrès et dire qu'il y a des conditions pour la réalisation des élections. Ce qu'on va dire à la CEDEAO, c'est de respecter d'abord la mise en place d'un gouvernement de transition civile, et c'est ce gouvernement qui va préparer les élections. De façon d'assurer au préalable que les élections vont être préparées de façon transparente. Ils ont même des points de vue des recensements qui sont en train de préparer pour dire qu'il y aura une deuxième version des données des électeurs. On soupçonne qu'il y a quelque chose qui est derrière. Si le président du Sénat lui-même il a annoncé le lendemain du coup d'État qu'il n'y a pas de conditions pour l'annonce des résultats, les données ont été tous endommagées, détruites, etc., etc. Comment est-ce que maintenant ils ont dit que bon, ils ont des données pour qu'on puisse avancer pour les élections? Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut attirer l'attention de CEDEAO sur cela. La révision, chez nous, je pense que c'est un peu pareil au Sénégal. Ça revient à l'Assemblée nationale populaire d'entamer tous les processus pour la révision de la Constitution. Chez nous, il faut qu'un tiers des députés déposent une proposition au sein de l'Assemblée nationale populaire. Il faut que deux tiers des députés valident cette proposition des députés d'un tiers. C'est après cela qu'on va entamer tous les processus pour la révision de la Constitution. Le référendum dont il parle, cela n'existe pas dans notre code constitutionnel. Pour que le référendum tienne, pour que disons la révision ou le référendum ait lieu, il faut que d'abord les députés de l'Assemblée nationale populaire prennent une décision sur cela légale. La décision légale, dès que le référendum, qu'il faut qu'on change la Constitution, on fasse une interrogation au niveau de l'Assemblée nationale populaire pour que la révision puisse
se tenir. Mais si ce n'est pas le cas, c'est comme je disais tout à l'heure, on commence déjà au début de truquer tous les processus des élections. Le temps qui nous est imparti tire presque à sa fin, il nous reste moins de 5 minutes. Mais avant d'en arriver là, plusieurs de vos dirigeants de premier plan, magistrats et membres de commission électorale ont été arrêtés, détenus sans base légale, on peut dire, solide, contraints ou bien contraints à l'exil. Qu'est-ce que vous en dites? Non, il faut qu'on fasse une, disons, regard sur le passé. Depuis que Oumar Sissoko Embalo est devenu président de la République, notre système, depuis notre, disons, le multipartisme en Guinée-Bissau, depuis qu'on a adhéré à la démocratie comme d'autres pays africains dans les années 80, il y avait des situations, disons, d'interruption à travers le coup d'État constitutionnel, mais surtout, et tout le temps, les droits fondamentaux ont été respectés. Notamment, les partis politiques ont toujours le droit au rassemblement, au droit à la manifestation, au droit à la liberté d'expression de la presse, les partis politiques. Et les journalistes, la liberté de presse. Il y avait des petites, disons, situations ponctuelles, mais ils ont pu, disons, librement exercer leurs droits comme acteurs de divulgation, de rendre public tout ce qui se passe en Guinée-Bissau du point de vue politique. Mais depuis que Sissoko Embalo est devenu président de la République, ça a commencé avec le harcèlement des journalistes, la persécution, l'arrestation des journalistes, disons, les radios qui sont saccagées. Et là, les libertés d'expression des pressés sont complètement mises à la carte. Les partis politiques, les sièges de partis sont siégés. Il y avait même des moments de congrès des partis politiques là où les milices du président allaient attaquer des délégués de congrès du parti. Oui, c'est comme si ce sont des adversaires. Le président de la République, lui, il est arbitre dans notre système. C'est lui qui va gérer faire la surveillance de tous les systèmes politiques. Mais ce n'est pas un tel que participe directement. Mais lui, il a un corps un groupe de milices qui attaque les sièges du parti, qui lance les gaz lacrymogènes pour empêcher la réalisation, la tenue de congrès des partis politiques. Bon, sinon on est dans cette situation, on est venu à un coup d'État qui a été un autre coup d'État. Hein? Ayant comme acteurs les gens proches de Oumar Sissoko Embalo, on vit la situation semblant. C'est pas par hasard que nous sommes tous aujourd'hui, on est plus que disons plus que de 50 dirigeants de partis politiques qui sont en dehors de la Guinée-Bissau. Ils n'osent pas rester là-bas pour, comme j'ai fait en ce moment, de parler à la presse, de donner leur avis sur la situation en Guinée-Bissau. Et dans ce contexte, comment est-ce qu'on pourra, par exemple, retourner en Guinée-Bissau pour participer dans l'échange électoral qui est en train d'être projeté par des militaires? Oui. Et là, on attire la CEDEAO. Il était supposé d'avoir une sommet de la CEDEAO la semaine de 5. Aujourd'hui, on est à 5 juillet. Oui, il est supposé d'avoir une semaine de la CEDEAO, mais qui a été repoussé, disons que pour le 17 de 7 mois. Et là, on entend qu'il a une décision, que ça va ressortir une décision pour mettre les choses en ligne, respectant d'abord les recommandations de la sommet de décembre 2025, et après cela, une transition qui sera inclusive, avec la participation de tous les acteurs politiques en Guinée-Bissau. Et ça, c'est une façon de rendre plus transparent tous les processus et que finalement, le peuple bissau-guinéen aura la chance de faire son choix comme il a fait lors des élections du 23 novembre 2025. Avant de terminer sur la situation politique du pays, de ce pays, le Sénégal, donc juste quel est le message que vous lancez à la population guinéenne, particulièrement ceux de votre parti? Sur la situation en Guinée-Bissau. Oui, bon, moi je pense que
Et je commence d'abord pour féliciter les militants, dirigeants et responsables du PSGC depuis qu'on a adhéré à la démocratie en 1991. La seule approche qu'ils ont choisie pour devenir le pouvoir en Guinée-Bissau, c'est le vote à travers les élections. Il n'y a aucun coup d'État en Guinée-Bissau, ni constitutionnel, ni militaire, dont les militants ou dirigeants du PSGC ont participé. Auquel cas, par exemple, soupçonné d'être un dirigeant du PSGC qui a participé ou qui a manipulé les militaires pour faire le coup d'État. Non. On a dit que la démocratie, la seule façon de joindre le pouvoir, c'est à travers le vote du peuple, des électeurs. Et là, disons qu'on doit féliciter tous les militants et dirigeants du PSGC et la population bissau-guinéenne en général. Oui, depuis qu'on est dans le régime démocrate, il y a qu'un défaite qu'on a eu en 2000, après la guerre de 7 juin. Toutes les élections qui ont été organisées, le PSGC a gagné. Cela veut dire que le peuple bissau-guinéen est avec nous. Et là, on va féliciter le peuple bissau-guinéen, mais on va en même temps plaidoyer que la décision du peuple bissau-guinéen prenne dans les élections de 2025 soit respectée. Alors que si on parle d'un régime démocrate, ça ne revient pas aux militaires de nous gérer. C'est le politicien qui devrait nous gérer conformément aux résultats qu'on a eu dans les bureaux de vote. Et le résultat qu'on a eu dans les bureaux de vote démontre clairement qu'ils veulent un candidat qui a été gagnant, qui est vainqueur, c'est Fernando Diaz da Costa, et que le gouvernement qui a été choisi lors des élections de 2023, la coalition PAI-Teraranka, de gérer les aspects liés au gouvernement. Tout ce qui se passe après, on dit que c'est des choses truquées, et en démocratie, il faut que la règle de jeu soit saine, équitable et juste. Merci, Monsieur Conte. On a traversé la frontière pour parler de la Guinée-Bissau. On va revenir ici au Sénégal pour parler de la situation politique. Juste votre appréciation ou bien analyse sur la situation politique au Sénégal entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son mentor, je dis bien, ou bien son ex-mentor, Monsieur Ousmane Sonko. Quel est le message que vous lancez au gouvernement? Bon, il faut dire que les Bissau-Guinéens accompagnent de proches tout ce qui se passe au Sénégal. Les jours que Pastep a gagné les élections, c'est comme si nous étions à Dakar. Il y a des gens les gens proches de Sissoko. Bon, il y a un bon rapport entre notre président Domingos Simões Pereira et Sonko. Et pour cela, disons que les PAGC, les militaires, en majorité, ils sont du Pastef. Oui. Bon, et c'est pour cela que maintenant on déplore la situation que se passe au Sénégal, surtout que le peuple sénégalais a beaucoup souffert. On a vu les gens qui ont été enlevés, qui ont été agressés, qui ont été tués même à cause de Pastef, à cause de Diomaye, à cause de Sonko. Si aujourd'hui on voit que ces peuples qui ont manifesté, qui ont été dans la rue pour soutenir le départ de Macky Sall, maintenant se fâcher contre Diomaye, cela veut dire qu'il faut que Diomaye commence, le président Diomaye commence à voir des choses de façon plus évidente. Pourquoi en ce moment il y a un mouvement mécontent de contestation de mon pouvoir en tant que président de la République. Il faut qu'il revoie ça. Bon, s'il y a des aspects à corriger entre lui, entre Sonko et... moi, je parle plutôt de Diomaye. Ce que moi, j'ai vu à la presse, ce que paru à la presse, Sonko est en train de défendre la souveraineté du peuple sénégalais. Bon,
si Sonko défend la souveraineté populaire. Et je pense que donc, en tant que président, le président est le premier acteur pour défendre la souveraineté populaire. Et si Sonko défend ça, il faut qu'ils s'entendent les deux. Il faut qu'ils se tiennent la main pour le Sénégal qui est ensemble, ils se sont battus pour qu'on ait un Sénégal de progrès, dans un climat apaisé et que le pays puisse finalement bouger, continuer dans le sens de développement pour que le Sénégal, malgré tous les enjeux qu'on a vaincus, Sénégal, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, disons qu'il y a des progrès. Ça a commencé avec le gouvernement de Ouad. Il y a des projets que Ouad a fait le lancement et que Macky Sall a pris le relais. Maintenant, bon, avec cette situation d'interdiction des droits fondamentaux, d'arrestation de pouvoir, ça fait que ça rendit faible le mandat de Macky Sall. Le premier de Macky Sall. Oui. Et Pastef est venu, et je pense que les gens doivent obliger tout ce qui s'est passé. Si on dit qu'on fait le changement, c'est le fait le changement pour que le peuple sénégalais puisse jouir de choses nouvelles. C'est pas revenir sur les aspects qu'on avait condamnés quand on était à l'opposition. Quand Pastef était à l'opposition, il condamnait, par exemple, les situations de non-respect de la souveraineté et parfois de pas plaidoyer pour l'intérêt du peuple sénégalais. Si Sonko parle de souveraineté et cette souveraineté en ce moment est mise en cause, cela veut dire qu'il faut que le dé s'assoie pour essayer de changer la situation au Sénégal, que pour nous, les Bissau-Guinéens, ça serait toujours bienvenu. On est des voisins, on est des pays frères. D'accord, Monsieur Conté, c'était vraiment un grand plaisir de vous interviewer aujourd'hui sur Ndam Média. Quel est votre dernier mot? Oui, c'est pour féliciter, pour remercier votre média. On avait organisé des événements à Dakar. Moi, j'ai pu voir 2 ou 3 oui, c'est ça, j'ai vu 2 ou 3 reprises la participation de votre média et avec une couverture qu'on a beaucoup appréciée. Au nom du PSGC, en tant que dirigeant, membre du bureau politique, porte-parole du gouvernement, c'est pour vous dire merci, pour continuer dans ce sens. Le travail que vous faisiez, c'est pas un travail juste pour votre média, mais pour toutes les Bissau, en faveur de toutes les Bissau-Guinéens qui sont la diaspora, surtout Bissau-Guinéens, qui a la chance de pouvoir faire le suivi la situation en Guinée-Bissau et d'accompagner tous les processus de la disons, politique et sociale dans notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Conté. J'espère qu'ils vont suivre cet entretien. Mesdames les internautes, aujourd'hui nous étions avec Monsieur Mouriro Conté, responsable politique et le porte-parole officiel du PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Le principal parti d'opposition historique en Guinée-Bissau, il intervient régulièrement, en particulier en première ligne pour défendre la position du parti et communiquer sur la scène politique. Nous étions très heureux aujourd'hui d'être avec lui. Merci, chers internautes, sur votre émission Toloi Askani. À la prochaine.